Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 127 de Famille, justice, enfance sur RLP avec Stéphane depuis le Périgord. Nous voici donc en cette fin décembre 2022 pour le premier best-of où nous vous mettrons en commentaire le numéro des émissions correspondant à chacune des interventions. C'est l'occasion pour moi de dire que, s'il vous plaît, notamment sur la chaîne YouTube, faites part de votre intérêt pour ce travail qui demande quand même un certain nombre d'heures et d'engagement, d'investissement, en appréciant les vidéos et en les commentant, et montrez-moi s'il vous plaît que vous appréciez ce travail que je fais pour vous depuis 4 ans. Mais tout d'abord, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Une nouvelle saison donc où nous avons également parlé des problèmes de l'aide sociale à l'enfance, des enfants placés, des violences intrafamiliales. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien voici déjà un extrait d'un petit reportage d'il y a quelques jours sur RMC. Bonjour Amélie, Bonjour Charles. vous nous reparlez ce matin de cette maman à qui l'on a retiré la garde de sa fille. Oui, souvenez-vous, Pauline nous avait contacté parce que sa petite Louise, 3 ans, avait été placée par l'aide sociale à l'enfance du Loiret. Un placement après une plainte de Pauline contre son ex-conjoint pour violence sexuelle sur la fillette. Depuis notre reportage, le tribunal d'Orléans a confirmé la mesure de placement, mais Pauline a obtenu le droit de voir Louise chez elle un week-end sur 2. Mère et fille ont pu se retrouver pour la première fois la semaine dernière. C'est donc un dossier qui avance, Amélie, et ce matin vous nous révélez de nouveaux éléments. Oui, car suite à la diffusion de son témoignage, Pauline a reçu de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux, notamment celui d'une ancienne assistante sociale. C'est un témoignage RMC que l'on vous propose d'entendre ce matin. Nous l'appellerons Émilie. Elle a accepté de nous raconter son parcours au service placement de l'aide sociale à l'enfance. Elle se souvient, tout juste diplômée, avoir dû arracher une fillette de 3 ans à sa mère. Je me rappelle avoir physiquement dû prendre cette petite fille, la décrocher de sa mère. Et puis elle se rattrapait à une chaise et la décrocher de la chaise pour mettre cette petite fille dans ma voiture qui pleurait, qui comprenait pas ce qui se passait, qui comprenait pas pourquoi on l'a retirée de sa maman avec qui elle avait un lien si fort. Toute sa vie, cette petite fille, pour elle, j'aurais été la dame qui l'a enlevée à sa maman, quoi. Je pense qu'on a fait beaucoup plus de mal à cette famille ce jour-là, surtout cette petite fille, que de bien. Émilie nous décrit un service composé de jeunes travailleurs sociaux âgés d'une vingtaine d'années, mal payés, sous pression d'une institution débordée qui n'a pas le temps de traiter les dossiers, un système qui conduit parfois à placer abusivement les enfants. On a beaucoup de dossiers et c'est un peu l'usine à gaz, quoi. On voit très peu les situations. On est là pour placer, quoi. Enfin, c'est pas assez poussé. On place un peu à la volée. Moi, j'ai déjà vu que des rapports pouvaient être exagérés pour arriver à des fins de placement. Et moi-même, je pense avoir fait du tort dans certaines situations. Et je pense que si j'avais eu le recul à ce moment-là, le temps de me poser, pas 50 000 dossiers à rédiger derrière, peut-être que je me serais dit, bon, ok, avant de placer, il faudrait investiguer un peu plus. Il y a trop de situations où on intervient trop vite. Émilie a tenu 5 ans dans ce service. Aujourd'hui, elle travaille auprès de personnes âgées. C'est grave ce que raconte Émilie. Que répond l'aide sociale à l'enfance ? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas une aide sociale à l'enfance, mais des aides sociales à l'enfance qui dépendent chacune en fait des conseils départementaux. Nous avons donc sollicité celui de Haute-Savoie dont dépendait Émilie lorsqu'elle y travaillait. Son président nous a répondu par écrit en une phrase: si quelqu'un a des faits à signaler, je cite, qu'il me les adresse ou les adresse au procureur de la République. Fin de citation. Sur le plan national, le sujet est en tout cas pris très au sérieux puisqu'une délégation aux droits de l'enfant vient tout juste d'être créée à l'Assemblée nationale. Elle a été réclamée depuis des années. Elle est chargée notamment de conduire des auditions et de rédiger des rapports précisément sur la question de l'aide sociale à l'enfance. Et on compte sur vous, on va suivre évidemment sur RMC. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Nous avons donc abordé ce sujet avec
Maître Hamas, à l'origine de nombreux travaux à l'Assemblée nationale pour essayer d'améliorer le monde des placements à l'enfance et à l'initiative d'un grand nombre de projets de loi. Émissions 97 et 98. RLP 102.3, aujourd'hui avec Michel Hamas du barreau de Marseille. Maître Hamas, que vous êtes nombreux à connaître de par son combat pour améliorer la situation des enfants placés en France notamment. Bonjour Maître Hamas, vous allez bien ? Bonjour, ça va très bien, merci de me recevoir. Et merci beaucoup d'être venu avec une grande impatience. Alors, pour démarrer cette émission, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît redéfinir la problématique de là où vous vous situez ? Pourquoi intervenez-vous, vous, autant dans le monde des enfants placés ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui mérite que l'on s'en occupe à ce point ? Alors, écoutez, moi, je suis avocat depuis 30 ans. Je suis à la base en droit des affaires et pénaliste, donc moi, le combat, ça me plaît plutôt bien. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est un combat que je ne connaissais pas. Et après avoir récupéré quelques gamins, il y en a eu de plus en plus, et je me suis rendu compte que moi, je pensais vraiment, et après avoir fait un sondage de tous mes potes avocats partout en France, puisque je suis membre d'un des syndicats de jeunes avocats, puisque je m'estime encore un peu jeune, je me suis rendu compte que c'était partout pareil en France, c'est-à-dire que une administration de toute puissance, l'aide sociale à l'enfance, qui est toute puissante, a développé de manière pléthorique ce contentieux, parce qu'elles sont nourries, et qu'on pouvait placer, moi je pensais vraiment qu'on ne plaçait que les enfants qui étaient violés ou frappés par les parents, ou les gens qui étaient vraiment impécunieux, les pauvres gens, vraiment, j'ai rencontré des gens dans mon exercice qui gagnaient 400 € à deux avec 3 enfants. Ces gens-là, on est obligé de placer leurs gamins parce que leur pauvreté fait qu'ils avaient besoin d'aide. Et c'est pas du tout ça. Je me suis rendu compte, parce que maintenant j'ai fait faire un audit, parce que quand on a commencé à rentrer dans le combat, j'ai dit on va faire un audit du cabinet. Quand on a commencé à avoir 900, 1000 dossiers, on a fait un audit. Il y a, dans mes dossiers que j'ai au bureau, 3% de dossiers de dingues. Voilà, on dit des dingues, ceux qui les frappent, ceux qui les violent. Il y a 1% de dossiers de très pauvres, de gens qui sont malheureusement dans une situation où on est obligé de prendre l'enfant parce qu'ils peuvent pas le nourrir. Et tout le reste, il y a 60% des dossiers, c'est les parents qui se disputent, c'est-à-dire quand même un couple sur 4 dans le divorce se dispute. Dès qu'il y a des mails un peu agressifs, avec des injures, des propos combinatoires, trop de procédures aussi, ceux qui se font une procédure à tous les Noëls, tout ça. Ça, c'est 60% des dossiers. Il y a 20% des dossiers, c'est les femmes seules battues. 20%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'une femme qui est seule, elle est dans la cible de la J. Si elle est battue, donc elle s'en va avec ses enfants. Donc première sanction, elle est battue. Deuxième sanction, elle n'a plus de maison, puisqu'elle est obligée de s'enfuir. Troisième sanction, on va aller voir les services sociaux pour demander de l'aide. On va lui dire toujours pareil. Et cette phrase est prononcée dans tous mes dossiers. Vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous. Ils placent les gamins. Et le reste des dossiers, troisième catégorie de dossiers, c'est les autistes, les enfants malades. À un moment, les services sociaux arrivent parce que les parents demandent de l'aide. Ils vont aider pendant quelques semaines ou quelques mois, et puis à un moment, ils vont dire les parents ne s'en sortent pas, et on place. Alors que certains soient placés, par exemple dans le contentieux parents, moi je suis pas pour, mais à la rigueur, je peux comprendre. Mais on va le placer 3-4 mois, le temps que tout le monde se calme, et on repart. Le problème, c'est pour moi, plus de 60% des placements n'ont pas lieu d'être du tout. Et 2, ce qui est beaucoup plus grave, parce que le plus grave, c'est pas le placement, parce que si ça durait que quelques mois en disant, notamment pour les parents, ou pour les femmes battues, à la rigueur, on leur prend leur enfant pendant 3 mois, le temps qu'elles se... Et encore, je suis contre ça à 100%, mais je comprendrai. C'est la durée qui est inacceptable. Minimum, on en prend pour 1 an. Et la moyenne des dossiers, ça va être 2-3 ans. Et dans mes dossiers, j'ai des dossiers qui ont eu des durées extrêmes, où on est dans des 10 ans. Et quand on est dans la longueur, la raison essentielle des procédures très longues, ça va être que les services sociaux ont pris en grippe les parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accueilli la souffrance des parents. C'est-à-dire que ces gens des services sociaux ne sont pas formés à accueillir. Vous pensez bien que quand on vous prend vos enfants, forcément vous êtes hystérique à un moment ou à un autre. J'ai 4 enfants, celui qui me prend mes enfants, il aura... RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Avec également des exemples de victimes, ici Sandrine Vol, émission numéro 100. RLP 102.3 aujourd'hui avec Sandrine Vol que l'on croise beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a eu un problème qui correspond à ce dont on vient de vous parler durant plusieurs séries d'émissions par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Sandrine, merci d'être revenue. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? Dites-nous rapidement, succinctement.
Eh bien, ce qui m'est arrivé, c'est que le 3 juillet 2018, il y a 2 gendarmes et 3 éducatrices qui sont venus brutalement chercher mon enfant et qui l'ont placé à 7 km de chez moi dans un foyer. J'avais 15 jours pour apporter le contradictoire, ce que j'ai fait. Il y a eu des gens du village qui m'ont soutenue. Ils ont créé une association qui s'appelle Pour le bonheur de Marine. Et en fait, je suis arrivée à l'audience et la juge, elle a refusé mon contradictoire. Donc, elle a replacé mon enfant pour 1 an. Et voilà, ce placement, il devait continuer et durer. Et comme ma fille continuait à pleurer, à vouloir rentrer, ils ont fait une suspension qui a duré 13 mois. Et après, ça a été le parcours du combattant pour revoir mon enfant, avoir des droits, en tout cas minimes, puisque j'ai eu le droit de voir ma fille 13h45 en plus de 4 ans de placement. Et je ne l'ai pas revue là depuis le 20 juin 2020. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont venus, ils vous ont reproché, me semble-t-il, une fusion, c'est ça, une relation fusionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant s'identifie aux parents, le parent s'identifie à l'enfant, soi-disant dans ce qu'ils disent et autres. Est-ce qu'il y a une véritable enquête qui a été faite et est-ce qu'elle a été faite correctement? Alors, il y a eu une éducatrice de l'AEMO du qui est venue avec accompagnée d'une autre éducatrice une seule fois et donc visiblement ça a suffi elles ont parlé une demi-heure à peu près avec moi et puis après elles ont pris Marine à part et puis ça a suffi pour faire un rapport en tout cas à charge et mensonger puisque on m'a accusé de pas tourner ma fille vers l'extérieur alors qu'elle faisait un cursus musical quand même bien complet et puis une activité au cirque. Également on m'a reproché de déscolariser mon enfant ce qui était totalement faux puisque elle devait passer en 6e et donc j'avais bien la fiche d'inscription. Enfin, j'ai apporté toutes les preuves possibles et imaginables pour contredire ce placement, surtout les faux qu'il y avait à l'intérieur. Mais comme la juge a refusé mon contradictoire, de toute façon... RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Des interventions de victimes qui ont également fait condamner l'État pour déni de justice. Émission 90. Alors, RLP 102.3, aujourd'hui avec Fabien qui est en ligne. Bonjour Fabien, ça va ? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Alors, vous avez une affaire qui est extrêmement intéressante parce que vous avez réussi à faire condamner l'État pour déni de justice. Alors, avant d'arriver à cette conclusion, oui. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ce qui s'est passé. Et là, si on va regarder un petit peu, allez, 5 minutes pour faire le déroulé de l'histoire jusqu'à la fin. D'accord. J'étais marié, donc j'ai 2 filles nées en 2012 et 2013. Donc je suis en instance de divorce depuis presque 2 ans maintenant. Au départ, mon ex-femme a signé en ordonnance de protection pendant le premier confinement, donc en mars 2020, et elle a été déboutée début avril 2020. Par la suite, elle a signé en ordonnance de conciliation. Comme moi aussi, on a tous les deux déposé une requête. Et l'ordonnance de conciliation a eu lieu en juillet 2020 et en août 2020, malheureusement, le juge a ordonné un droit de visite en lieu neutre pour ma part de 1h30 à 3h dans un espace rencontre qui s'appelle donc c'est le seul qui est dans le nord du département. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes séparés, voilà. Elle ne voulait plus que vous voyiez vos enfants, c'est ça ? Exactement, donc je sais pas. Il y a eu des NRE ou pas ? Non, enfin ça dépend ce que vous appelez NRE, parce que alors, en fait, NRE, c'est non-présentation d'enfants, c'est un droit de garde qui n'est pas respecté. Donc pour faire simple, vu qu'il n'y avait pas encore eu l'ordonnance de conciliation, en fait elle est partie avec les enfants du domicile familial. D'accord. Elle estimait que j'étais violent envers elle et envers mes enfants. Elle est partie en vous accusant de certaines choses et elle n'a pas voulu vous donner les enfants que vous les voyiez avant le jugement. D'accord. Okay. Avant le jugement. Donc, il y a eu des accords entre avocats pour que je puisse quand même les voir quelques heures par semaine, parce qu'au fur et à mesure, j'essayais de, entre guillemets, gratter, il n'y a pas d'autre mot, pour voir mes enfants du maximum possible. Et à la fin, juste avant l'ordonnance de conciliation, j'arrivais quand même à les voir un week-end sur 2 et aussi 2 midis par semaine, étant donné qu'elle était partie un peu plus loin de l'établissement scolaire des enfants et vu que moi j'habitais encore le domicile familial, ça semblait logique que les enfants viennent manger à la maison le midi, surtout pendant les périodes de confinement. Il n'y avait pas de cantine scolaire, donc c'était... Donc elle est arrivée au tribunal avec une accusation. Uniquement voilà, une accusation. D'accord. Une accusation parce qu'en fait, oui et non. C'est-à-dire que pendant qu'on était séparés, elle allait à la rencontre de la cellule VIF, qui s'appelle cellule violence intrafamiliale de... Et en fait, les enfants ont répété à la pédopsychiatre comme quoi je me levais la nuit pour les taper. Moi, je sais que c'est faux, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et il a fallu avoir 1 an d'enquête, des expertises psychiatriques de toute la famille, des expertises pénales, pour au final, ça a été classé sans suite et ça a mis 1 an avant d'être classé sans suite à l'été 2021. Tout ça pour dire en fait que sur la base du signalement du pédopsychiatre, avant que l'affaire soit classée sans suite, le juge des affaires familiales de Saint-Malo a préconisé un droit de visite en lieu neutre pour ma part, sur les seuls faits que les enfants aient dit ça au pédopsychiatre, alors que les enfants étaient âgés de 6 et 7 ans. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Avec également l'avis des soutiens juridiques des victimes de fausses accusations qui malheureusement sont de plus en plus légion.
Pierre Durand, émission numéro 91. Donc aujourd'hui avec Pierre Durand, vous vous souvenez, il anime les permanences de Dijon, il a une vue sur plusieurs centaines de cas qui sont venus le voir, lui demander conseil, il s'occupait aussi à une époque de suivre un petit peu certains dossiers pour l'association Égalité parentale de Thierry Burger, et le contexte d'aujourd'hui est un contexte qu'il connaît. Bonjour Pierre, tu vas bien ? Eh ben je vais bien et bonjour à tout le monde. Bon, donc là ce qu'on vient de dire, ça résonne un peu pour toi. Alors moi, ce que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, c'est que tout ce qui est, on va dire, attouchement, ce genre de choses, c'est des choses que j'avais beaucoup il y a quelques années. Maintenant, on est passé à la mode de la violence. Donc systématiquement, quand un des deux parents, pour généraliser pas content, il fait des fausses accusations de violence. Il faut savoir que moi, les accusations de violence, aujourd'hui, ça représente une personne sur deux qui vient me voir. Voilà, pour mettre un petit peu le contexte. Donc, c'est toujours le même principe, on prend l'audition de l'enfant, qui normalement devrait être une pièce privée de l'instruction, et on l'amène au JAF en tant que pièce pour essayer d'enlever des droits à l'autre, c'est ça Voilà, alors on n'a pas toujours l'audition de l'enfant, parce qu'il y en a qui vont pas jusqu'à faire auditionner l'enfant, mais l'audition de l'enfant, c'est plus rare, c'est une fois sur 5. En général, le parent se contente d'aller porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie, et il utilise cette pièce pour faire un référé, une procédure rapide devant le tribunal, pour dire, regardez, il y a des soucis, donc je demande à ce que les droits existants soient restreints. Et ça, c'est très classique. Ça arrive fréquemment. D'accord. Dans le cas de l'audition de l'enfant, si un enfant est auditionné, alors là, normalement, c'est un peu spécifique. Il y a une procédure spéciale, normalement, qui sont censés respecter, qui s'appelle la procédure Mélanie, où l'enfant est auditionné. À l'issue de ça, l'autre parent peut être auditionné très tardivement. Donc, il y en a où c'est très rapide, il y en a où c'est très tardif. En tout cas, il va être appelé par quelqu'un des forces de l'ordre, un officier de police judiciaire en général, c'est même sûr, qui va le convoquer. Alors, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est que quand on se rend à cette convocation, il faut immédiatement demander à porter plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est la première chose à faire. Il faut savoir que les forces de l'ordre vont tout faire pour pas prendre la plainte. Et la plainte, il faut la poser à ce moment-là. Parce que sinon, dans la suite du dossier, on vous reprochera de ne pas l'avoir fait. On vous dira, finalement, vous n'avez pas porté plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est bien la preuve qu'il y avait des éléments. C'est-à-dire qu'on... Oui, mais si c'est l'enfant qui se plaint, on peut pas porter plainte contre son enfant. S'il a été monté pour dire qu'on l'insulte ou qu'on se réveille la nuit, là... C'est une dénonciation calomnieuse, dans tous les cas. Et cette dénonciation calomnieuse, elle est faite par l'autre parent. Donc on peut très bien porter plainte contre l'autre parent. Mais il faut porter plainte. Moi, c'est la première chose que je recommande de faire. D'accord. Et ensuite, quand on arrive au JAF 4 semaines, 5 semaines plus tard, c'est-à-dire qu'en fait, l'instruction, on n'a pas pu être blanchi encore ni rien du tout, et ils viennent avec ce papier. Évidemment. Donc là, de toute façon, sur ce genre d'accusation de violence, etc., avant que l'instruction soit faite, il peut se passer 1 an, ou 2. Oui, c'est pour ça. Le référé JAF, c'est 4 semaines ici, dans le quartier. Là, donc... c'est ça, un référé en général, c'est entre 15 jours et 1 mois. Donc quand vous arrivez devant le tribunal, le juge aux affaires familiales, il y a une plainte en cours. Donc lui, il va se couvrir. Et en général, ce qu'ils font quasiment systématiquement, c'est que dans le doute, ils vont procéder à des droits de visite médiatisés. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre dans un lieu neutre, un lieu où il y a une association, et vous voyez plus l'enfant que dans ce lieu-là. Voilà, vous perdez la résidence alternée, ou alors vous ne voyez plus votre enfant du tout, sauf parmi les drogués et les violeurs, là, sous les caméras, avec des gens qui regardent comment se passe l'entretien. C'est ça. Et ça se passe du jour au lendemain. Oui. Et du jour au lendemain, l'enfant... Alors après, ce droit de visite médiatisé, ça va prendre un certain temps, parce qu'avant, on est parti pour 6 mois, 1 an. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, en général, c'est le juge des enfants qui prend la main et qui, lui, voit les parents 1 fois par an. Voilà. Et là, c'est encore un autre parcours judiciaire. D'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Un problème que nous avons également évoqué avec monsieur Marc Juston, ancien magistrat qui porte un regard assez critique sur son propre environnement. Émission 101, 102, 103 et 104. RLP 102.3 aujourd'hui avec Marc Juston que nous remercions beaucoup, qui est un ancien président de tribunal qui s'est ensuite mis dans la médiation familiale, si je ne m'abuse. Monsieur Juston, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, je vais bien, merci de votre invitation. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter un petit peu, dire aux auditeurs qui vous êtes, afin que nous ayons l'origine de votre voix, savoir effectivement qui parle, pour ensuite justifier ce qu'on va se dire tous les deux par la suite.
Alors actuellement, donc je suis magistrat honoraire, c'est-à-dire que je suis magistrat à la retraite, mais j'ai une activité de formateur. J'interviens dans nombre de formations concernant le droit de la famille et les modes amiables de règlement des différends. Et moi, personnellement, j'ai commencé ma vie professionnelle comme attaché de préfecture, très jeune, à 20 ans. J'ai poursuivi mes études tout en étant attaché de préfecture, et rapidement, parce que j'ai toujours voulu être magistrat, j'ai passé le concours d'entrée à l'École nationale d'administrature. Je suis rentré vers 23 ans, et j'ai eu ensuite, une fois que je suis passé par l'École nationale d'administrature, j'ai eu comme première activité la fonction de juge des enfants. C'est certainement une des fonctions qui m'a le plus passionné, parce que s'occuper des enfants en protection de l'enfance, c'est délicat, c'est passionnant, et on peut voir l'évolution des enfants à travers les mesures que les juges d'enfants peuvent. Puis ensuite, je suis allé dans une cour d'appel à Nîmes, cour d'appel de Nîmes, où j'ai eu comme activité principale pendant 3 ans et demi celle de président de la cour d'assises du Gard et cour d'assises du Vaucluse également. Et je dois reconnaître que cette activité de président de cour d'assises m'a beaucoup apporté, parce que je me suis rendu compte notamment qu'à partir du moment où on informait les jurés, qu'on essayait de former les jurés à la capacité de juger, les jurés étaient en capacité de prendre des décisions. Puis enfin, je présidais une juridiction sur la fin de ma vie professionnelle. Je suis toujours resté dans cette juridiction, le tribunal de Tarascon-Arles, où j'ai exercé principalement l'activité de juge d'affaires familiales. C'est une activité qui m'a passionné, essayer de faire évoluer les personnes dans le conflit, essayer de faire en sorte que les personnes se divorcent à l'amiable, en bonne intelligence, en parents responsables, dans le cadre de leur séparation, dans le cadre de leur divorce. Dites-moi, monsieur Marc Juston, qui avait été juge des enfants. Nous avons reçu ici, juste avant vous, Maître Hamas, qui est un avocat marseillais qui s'implique beaucoup dans le domaine des placements, de l'amélioration des placements en France, la situation de l'ASE. Nous voyons arriver, nous aussi depuis quelques années, dans le monde associatif, énormément de situations conflictuelles qui dégénèrent et qui vont au juge des enfants. Comment se fait-il que 60% des placements actuellement, si on en croit ce que nous disent les professionnels, parce qu'on a toujours autant de mal à avoir des statistiques, celles-là on les a pas, on n'a que des retours d'expérience de cabinet d'avocats, mais 60% de leur travail concerne des placements pour conflit parental. Est-ce que vous confirmez? Moi, j'ai une statistique, la vôtre sur les placements, je la connaissais pas, mais j'ai une statistique, 75% des saisines des juges des enfants en assistance éducative, donc en protection de l'enfance, concernent des divorces, des séparations mal gérées, des conflits parentaux dans le cadre des séparations et des divorces, et qui peuvent amener très souvent à des placements, et vous dites 75%, en tout il y a 60% de placements. Ça ne m'étonne pas, simplement, à partir du moment où les conflits existent, les enfants sont en danger, et à partir du moment où le conflit n'a pas été géré par le juge des affaires familiales, l'enfant est en danger et on va devant le juge des enfants. On a un problème de fausses accusations, voilà, disons-le, qui sont parfois liées à l'actualité. On va dire qu'il y a un peu plus de 5-6 ans, les accusations étaient des accusations d'attouchement sexuel. Depuis la dernière législative, les modes ont changé dans les médias, les accusations sont maintenant des accusations de violence, mais on a toujours énormément de dossiers qui arrivent, de gens qui disent « on m'a dit que j'avais fait ça », voilà. Et après ça se termine au juge des enfants. Comment fait-on pour protéger un parent qui est victime d'une fausse accusation alors que on retrouve très systématiquement l'enfant chez la mère? Comment montrer sa bonne foi? Comment démontrer sa bonne foi? Moi, je dis, il n'y a pas de recette, il faut faire du cas par cas. Chaque situation est à envisager cas d'espèce. Mais bon, théoriquement, il y a la présomption d'innocence, d'une part, puis d'autre part, il y a la protection de l'enfant. Comment concilier les deux? Alors, vous avez actuellement une commission qui dit il faut d'abord protéger l'enfant, la présomption d'innocence, ça n'existe pas. Je trouve ça assez scandaleux. Enfin, bon, oui, c'est assez récent. C'est une directive qui est passée, un décret d'ailleurs, qui dit que la simple accusation lève les droits parentaux. Non, moi je dis que les pressions toutes adultes, quels qu'ils soient, et présumés innocents, qu'il faut protéger l'enfant. Comment protéger l'enfant? Avec des accusations, tout un travail avec les travailleurs sociaux, mais c'est pas simple à gérer, c'est du cas par cas, c'est suivre l'évolution d'un enfant, non, c'est pas évident, simplement quand on se retrouve face à chaque cas concret, c'est pas évident parce qu'on peut toujours statuer dans un sens ou dans l'autre. Je vous ai dit tout à l'heure, la vérité judiciaire, ça n'existe pas. Chacun a son ressenti, sa manière de percevoir les dossiers. Et vous pouvez avoir tel juge qui ira dans un sens et tel autre juge qui ira dans un autre sens. Comment se fait-il qu'on ait parfois autant l'impression, mais ce n'est peut-être qu'une impression, que les auteurs de fausses accusations ne sont jamais sanctionnés? Moi, j'ai pas de réponse.
D'accord. Donc ce n'est pas qu'une impression, c'est une vérité ou Je pense qu'il faut qu'il y ait des plaintes. Oui. Et c'est le procureur de la République qui ensuite en tire les conséquences et estime si la plainte peut tenir. Dans la pratique, vous avez dû en voir au JDE ou au JAF des gens qui s'accusaient de choses incroyables et puis... Le juge de l'enfant peut en tenir compte, le JAF peut en tenir compte de ces fausses accusations, mais bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est très souvent classé. Ouais. D'accord. Mais bon, donc en fait, non seulement le système conflictualise et donne raison, encourage la personne qui veut aller au conflit, mais en plus, elle ne punit pas celui qui triche. Oui, mais encore faut-il... C'est un problème de preuve. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de doute dans la réalisation de la tricherie. Il faut que ce soit un acte volontaire. Vous avez été confronté aux services sociaux dans le cadre du JDE et tout. Beaucoup de gens disent qu'il y a parfois des abus et autres. Vous trouvez comment, vous, le travail des services sociaux de notre pays par rapport au juge des enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que la bonne volonté ne suffit pas très souvent. Ça peut faire beaucoup de dégâts, la bonne volonté, s'il n'y a pas l'expérience, s'il n'y a pas le professionnalisme des personnes volontaires pour s'occuper des enfants. Est-ce que vous avez été confronté à l'aliénation parentale, le SAP? Des enfants qui se retournaient sans raison contre l'un de leurs parents. Vous avez déjà vu ça? Oui, pour moi, alors je dirais pas le syndrome, je dirais que l'aliénation parentale existe. Oui, on va essayer de se détacher du psychiatre qui a trouvé ça. Je préfère détacher du côté médical. Hein. J'ai dit, nous, dans mon ancienne juridiction, on avait créé un groupe de travail sur le dysfonctionnement parental grave. C'est exactement la même chose, l'aliénation parentale. Et la réalité, c'est certains professionnels qui disent ça n'existe pas. Oui. Je suis atterré parce que nombre de parents travaillent leur enfant pour que l'enfant puisse dire ce que le parent souhaite contre l'autre parent et règle leur compte à travers l'enfant. L'aliénation parentale. L'enfant rejette un des parents sans raison évidente par rapport à lui, mais par rapport à l'autre parent. C'est un véritable fléau pour moi. Et quand j'entends des professionnels actuellement, dans des commissions qui disent que l'aliénation parentale, c'est une création, d'où l'esprit créé par les pères, c'est contre les mouvements féministes. Moi, je suis atterré parce que je suis pas un dogmatique, hein, je suis un homme de terrain. Hein. J'ai vu réellement ce qu'était l'aliénation parentale des enfants qui viennent entendus par le JAF et qui disent ouvertement le discours de la maman qu'on a entendu quelque temps avant et sans raison sérieuse de critique par rapport à l'autre parent. Oui, mais alors pourquoi, dès que on fait des manœuvres, des approches, des rencontres à Paris, à l'Assemblée ou à la magistrature, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les représentants du ministère de la Justice, le premier mot qu'ils ont à la bouche, c'est l'indépendance? En fait, la santé, les sociales, ils discutent avec nous, ils nous écoutent. La justice, à chaque fois, ils nous parlent d'indépendance. Donc ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Vous savez que le propre du magistrat, c'est l'indépendance juridictionnelle. C'est-à-dire que chaque magistrat n'a de compte à rendre quand il rend la justice qu'à lui-même. Il n'a pas de compte à rendre à sa hiérarchie. Le président, par exemple, ne peut pas, de la juridiction, ne peut pas dire à un JAF, vos décisions sont pro-mère ou pro-père, c'est inacceptable ce que vous faites, il faudrait que vous changiez votre jurisprudence. Ah d'accord, un juge, c'est pas un fonctionnaire de la République qui est censé appliquer des lois décidées. Pas assez, pardon. D'accord. Je veux dire, un juge, ce n'est pas un fonctionnaire de la République qui est censé appliquer des lois décidées par le représentant, c'est pas ça, il n'est pas là pour ça. Il est là pour appliquer les lois telles qu'elles sont dites, mais ensuite, il y a sa sensibilité, sa manière de percevoir les choses, son ressenti, et il rend la loi tout en appliquant la loi en fonction de sa perception du dossier. Parce que là, vous savez qu'on est arrivé à un stade où l'Assemblée nationale, quand on rédige une PPL, on en est à essayer d'écrire des textes de loi et autres qui ne soient pas soumis à interprétation pour empêcher justement... Enfin, on en est arrivé là quand même. Hein. Mais regardez par exemple, la notion d'intérêt de l'enfant. La notion d'intérêt de l'enfant, vous l'avez dans nombreux articles du Code civil. Mais qu'est-ce que c'est que elle n'a jamais été définie. C'est une notion subjective. C'est une tarte à la crème, elle n'a jamais été définie. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Chacun y met ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent. D'ailleurs, chacun des parents parle dans l'intérêt de l'enfant. Et le juge va toujours parler de l'intérêt de l'enfant. Et comme je vous indiquais tout à l'heure dans le dossier que je soumettais à des auditeurs de justice, chacun jugeait en fonction de l'intérêt de l'enfant et rendait des décisions différentes. C'est comme pour le juge des enfants, la notion de danger. Est-ce qu'elle est définie, la notion de danger? Il n'y a pas de définition, c'est une notion floue qui n'est pas claire. À aucun moment, le législateur n'a défini ce qu'est réellement la notion de danger. Et la notion d'intérêt de l'enfant, c'est une notion vraiment qui est laissée à la subjectivité de chacun. Voilà, nous vous souhaitons un bon réveillon de Noël. Nous vous disons à la semaine prochaine pour le second best-of, cette fois-ci qui sera plus littéraire et intellectuel. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.